Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de décembre 2024. Le mois de décembre a démarré avec la fin de la programmation du festival Plein Phare, dont j'ai déjà parlé en novembre, et avec donc 4 spectacles pour terminer la programmation du festival. Mirari d'Emmanuel Vaudine, qui est un spectacle très plastique. En fait, c'est du mouvement et de l'image, enfin pas de l'image projetée, mais c'est beaucoup d'images et du mouvement constant dans une grande lenteur, mais assez peu de danse chorégraphiée au sens où on peut attendre un spectacle de danse. C'est plutôt un spectacle plastique avec un univers sonore exceptionnel. Il y a un monsieur qui fait des sons et de la musique, voilà, qui fait toute l'ambiance sonore en live au plateau. Il y a 3 danseuses, interprètes et une scénographie qui fonctionne très bien, des lumières, des jeux. Enfin, visuellement et plastiquement, c'est tout à fait exceptionnel. Dans le mouvement, il y a des choses très intéressantes, on sait plus trop. Enfin, il y a des confusions de formes, de corps, de tissus, de mouvements et tout. C'est vraiment très très chouette. Après, j'avoue que j'avais vu beaucoup de spectacles avant, j'étais un peu fatiguée de spectacles, et donc moi, ça, malgré le fait que je les trouvais magnifiques, ça n'a pas suffi à me tenir vraiment sur la longueur et à me faire apprécier le spectacle sur toute la longueur, parce que pour moi, toutes les images, aussi belles soient-elles, duraient un peu trop longtemps. Ensuite, j'ai vu Là-haut sur ma montagne de la compagnie En attendant, qui est un spectacle très jeune public à partir de 1 an. C'est un spectacle qui m'a pas particulièrement parlé et que j'ai pas trouvé artistiquement waouh pour les enfants, mais c'est un spectacle qui a très bien fonctionné évidemment avec les enfants. Et je me dis, en fait, probablement que si le spectacle ne me parle pas, c'est qu'il a vraiment été écrit et pensé à hauteur d'enfant. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et qui, je pense, est très pertinent dans la pièce, c'est que si moi ça me parle pas, et que ça plaît aux enfants dans la salle, c'est que probablement il y a un truc qui est assez juste en fait dans l'écriture de spectacle vivant pour le très jeune public. C'est un spectacle de théâtre, musique plutôt qu'un spectacle de danse. euh, avec voilà, une petite scénographie très sympa, une petite forme assez intimiste, assez proche comme ça du public. Donc c'était quand même une chouette proposition, mais qui moi ne m'a pas forcément parlé. Ensuite, j'ai vu Histoire des coloniales Moulounesh de Betty Chomonga. Betty Chomonga, elle a écrit 4 solos Histoire des coloniales. Moi, j'en ai vu un, donc hashtag Moulounesh, avec l'interprète Moulounesh, qui raconte en fait son histoire de vie d'enfant adopté. Euh, L'interprète est exceptionnelle. Moulounesh est vraiment brillante. C'était in situ dans une vieille bibliothèque, donc ce que ça racontait dans ce cadre, ça faisait particulièrement sens. Il y a une espèce d'installation scénographique assez simple mais qui fonctionne très très bien, avec une table, euh, un fil sur lequel il y a 2 petites choses accrochées, enfin tout fonctionne hyper bien. Moulounesh est absolument brillantissime, mais j'avoue que pour un spectacle qui s'appelle Histoire des coloniales, il m'a manqué de davantage rentrer dans la question des coloniales. Alors évidemment, à travers le récit personnel de Moulounesh et la question de l'adoption, euh, la question des coloniales est évidemment traitée parce qu'elle est intime, profondément ancrée dans son histoire qu'elle nous raconte. Mais j'ai trouvé que pour quelque chose qui s'appelle vraiment Histoire des coloniales, ça m'a un peu manqué de matière à cet endroit. Mais c'était brillantissime. Et enfin, j'ai vu Feu de Fouad Boussouf, qui est une pièce que j'avais vue plusieurs fois la saison dernière, qui a beaucoup changé depuis la saison dernière, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Il y a quelque chose de très organique qui se dessine au plateau, dans les déplacements, dans les corps des danseuses. Donc il y a 10 danseuses au plateau qui explorent beaucoup la figure du cercle et de l'énergie collective, etc. Euh, Ça fonctionne super bien, et la puissance de ces 10 femmes au plateau qui dansent sans s'arrêter pendant 1 heure, moi ça m'a vraiment ça m'a redonné, c'était le dernier spectacle de la programmation du festival, donc ça m'a vraiment redonné un boost d'énergie que de sentir toute cette énergie au plateau. Et ouais, je trouve qu'il y a quelque chose dans les déplacements, dans l'organisation de l'espace, dans l'écriture de l'espace qui est très organique, qui fonctionne super bien. Et quand je l'avais vu la saison passée, c'était vraiment le début, la pièce elle venait d'être créée. Et donc là, on sent qu'elle a tourné pendant 1 an et que les danseuses sont aussi beaucoup plus à l'aise, et pour elles, c'est beaucoup plus naturel. Enfin, c'est ancré, quoi, c'est intériorisé complètement, ça fonctionne hyper bien. Et cette organicité qui se dégage du plateau, euh, et des corps des danseuses et de l'écriture de l'espace, je trouve ça vraiment chouette. Voilà pour le festival Plein Phare. Et donc, en dehors de ça, j'ai lu Coming In, qui est la BD d'Émilie Font et Carole Morel, qui est un récit personnel
d'acceptation de soi, qui est tout à fait touchante. C'est très doux malgré la violence, enfin il y a quelque chose entre la douceur et la violence du récit, de ce qui est arrivé à cette femme et de son parcours en fait de vie et d'acceptation, de son homosexualité donc, et c'est très très beau. Visuellement, les planches m'ont beaucoup plu. Ensuite, j'ai vu La haine de Mathieu Kassovitz, le film de 1995, que j'ai revu parce que j'allais voir la comédie musicale, on en parle juste après. Et j'avais très peur de le revoir en me disant ça va être tellement hardcore dans le sens de problématique par rapport à ce que moi je peux trouver du cinéma aujourd'hui, etc. Et en fait, ça va. En fait, l'avantage, c'est que vu qu'il y a quasiment pas de femmes, bah ça peut pas être problématique sur l'écriture des personnages féminins, parce qu'il y a pas de femmes. Mais je préfère ça, franchement, je préfère un film qui n'écrit pas de femmes qu'un film qui écrit mal des personnages féminins. Et je l'ai trouvé plutôt juste, dramatiquement très très actuel, hein, toujours ce film. Mais j'ai bien aimé la radicalité du propos et de la mise en scène, etc. Enfin, j'ai bien aimé, et je pensais vraiment en le revoyant que j'allais être un peu genre off, et en fait non. Donc c'était cool. Ensuite, parce qu'on reste dans l'ordre chronologique, j'ai lu Regardez-nous danser de Leila Slimani, qui est la deuxième partie du livre Le pays des autres que j'avais lu cet été. Je crois que j'ai davantage apprécié la lecture de ce tome-là, mais il y a toujours quelque chose qui me dérange dans l'écriture de Leila Slimani. J'arrive pas trop à savoir quoi, mais il y a un truc qui me dérange, je sais pas si c'est son ton, si c'est ce qu'elle me raconte, mais il y a un truc qui me chagrine un peu, qui fait que je peux pas complètement apprécier son récit, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Alors il y a des choses qui très clairement m'ont énervé dans le livre, mais ça à la limite, voilà, c'est identifié clairement, il y a tout un volet de l'histoire que je trouve vraiment scandaleux, mais je l'identifie. Mais globalement, au-delà de ce volet que je trouve scandaleux, il y a quelque chose que j'aime pas dans son écriture, sans réussir à mettre le doigt dessus. Mais je suis contente quand même de l'avoir lu, parce que j'ai quand même vachement mieux aimé celui-là que le premier. Ensuite, je suis allée enfin faire l'exposition Surréalisme au Centre Pompidou. C'était bondé. Je le disais déjà le mois dernier, mais les expositions remplies, je n'en peux plus. Non, c'était vraiment bondé, mais c'était les œuvres exposées, c'est que des hits. Pour moi, c'est que du hit. J'adore tout ce que j'ai vu, tous les tableaux qui sont exposés. Moi, j'adore le surréalisme, j'adore tous les peintres surréalistes, etc. Donc j'ai trouvé ça trop cool dans ce qui est exposé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes exposées dont j'avais jamais entendu parler, parce qu'on n'a jamais parlé de surréalisme avec des artistes, enfin des peintresses. Donc c'était cool. Après, sur la construction de l'expo, l'ordre, le propos, etc., je ne peux vraiment pas me prononcer parce que je n'ai pas apprécié mon expérience de l'exposition. Parce que quand tu te mets à l'entrée des salles pour lire et que les gens se mettent devant toi ou te marchent dessus, je n'ai pas apprécié l'expérience de l'exposition. Je sais que j'ai adoré les œuvres que j'y ai vues, mais sur la chronologie, sur la construction, sur le propos scientifique, enfin sur le commissariat d'exposition, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que j'en ai pas tiré grand chose vu le contexte et le monde qu'il y avait. Ensuite, je suis allée voir Edith Preto en concert. Edith Preto, on l'avait vu en concert la première fois, je crois que c'était en 2017. Il arrivait avec son iPhone 6, il branchait son instru en jack, il avait John, je crois il s'appelait, son batteur avec lui, et il chantait de façon un peu douteuse. C'était à l'Olympia. Ensuite on l'a revu il y a peut-être 3 ans au Zénith de Paris sur la tournée de son deuxième album, et là c'était son Bercy, et c'était fou de voir, enfin c'est fou de voir des artistes évoluer, genre artistiquement mais même humainement, genre, et ça m'a fait trop plaisir d'être là. Genre, j'avais l'impression d'être en train de partager le rêve de quelqu'un avec cette personne. Genre, le mec était en train de réaliser son rêve. Et moi, j'étais là d'assister à ça et de participer à ça. Et je suis en mode, mais c'est trop cool. C'était hyper émouvant, hyper intense, parce qu'il était hyper ému d'être là. C'est littéralement le rêve de sa vie. Et j'ai trouvé ça trop fort et trop bien d'être là. Et j'ai adoré, parce qu'en fait, j'aime trop ce monsieur. J'aime bien ce qu'il fait. Et j'adore le voir évoluer, ses albums, de l'un sur l'autre, etc. Et c'était une prod de ouf. Et j'ai trouvé ça dingue de se dire waouh, from l'iPhone 6 branché en jack, tous les drones, l'échafaudage, les projections, les images, l'orchestre quasiment en live. C'était franchement super. C'était un trop chouette moment. Même genre humainement quoi. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que le concert c'était un Bercy, t'as genre 20 000 personnes. Et j'ai trouvé que c'était hyper humain. Et en fait, j'adore ce mec. Donc je suis trop contente d'y être allée.
Ensuite, j'ai donc vu La haine, jusqu'ici tout va bien, la comédie musicale que Mathieu Kassovitz a créée à partir de son film La haine, donc 30 ans après, quasiment. J'ai trouvé que la narration fonctionnait hyper bien, parce qu'il a gardé vraiment la structure narrative de son film, il a transposé l'histoire en 2024, donc avec une forme de modernisation quand même de quelques petites choses, mais c'est franchement de l'ordre du détail. L'histoire globale reste vraiment la même, la trame reste la même, le rythme reste le même. Et j'ai trouvé qu'il s'était hyper bien débrouillé pour transposer ça sur scène, avec un nombre limité de personnes, avec des gens vivants, enfin, je veux dire, tu peux pas faire de cut et de montage, quoi, dans le vivant. C'est le principe. Et donc j'ai trouvé que ça fonctionnait hyper bien, toute la scénographie repose sur des projections 3D archi réalistes. Moi généralement j'aime pas les projections, j'aime pas trop quand ça joue d'images projetées, là ça fonctionne archi bien. Il y a genre un écran au fond, un plateau au milieu qui tourne, et c'est quasiment tout. Et ça fonctionne trop bien, c'est vraiment très bien pensé. Ensuite, j'ai trouvé que les trois gars, donc les interprètes, en fait j'ai trouvé que tout globalement était un peu surjoué sur la question, enfin sur la locution, genre banlieue. En fait j'ai trouvé tout surjoué, au début j'étais un peu genre, en fait c'est pas hyper agréable, parce qu'ils sont, en plus ils sont pas excellents, franchement les comédiens. J'étais un peu genre, ouais c'est pas hyper agréable, mais après une fois que tu te fais au fait que ça va être ça pendant tout le spectacle, ça va, tu rentres un peu dans le truc. Ensuite, donc moi globalement j'ai apprécié le spectacle. Après j'ai trouvé que il y a deux choses. Je connais pas, j'écoute pas forcément de rap, je suis pas sensible au rap, donc je pense qu'il y a, j'ai pas pu apprécier le spectacle à un endroit musical, parce que je connais pas le rap, j'en écoute pas, je suis pas familière de cette musique et c'est pas quelque chose qui me parle, qui me touche. Si ça avait été le cas, je pense que j'aurais eu un niveau et de lecture et d'appréciation encore plus grand, positif ou négatif, je sais pas, mais du spectacle, ce qui n'est pas le cas. Mais en tout cas, il faut aimer le rap. Enfin, si on aime le rap, je pense que c'est super. Si on n'aime pas le rap, c'est trop cool. Mais du coup, à un niveau d'appréciation moindre. Par contre, ce que j'ai trouvé et qui m'a quand même dérangé, ce que j'ai trouvé vraiment très 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 dommage, c'est que je trouve que l'histoire, en fait, on perd toute la radicalité du film et je trouvais tout beaucoup trop lissé. J'ai trouvé que ce que nous raconte Mathieu Kassovitz c'est quand même vachement plus lisse, avec une forme comme ça de réconciliation, d'acceptation, enfin une fin ode à la réconciliation, enfin super, que les banlieues serrent la main de la police, enfin... En fait, moi, ce que j'aime dans La haine, c'est justement le côté radical, c'est une fin dramatique, c'est quelque chose qui ne fait pas de concessions et qui nous raconte des histoires dramatiques de façon radicale. Là, l'histoire, elle est tout aussi dramatique, mais c'est beaucoup moins radical, donc j'avoue que j'ai trouvé ça trop lisse et ça m'a un peu contrariée, parce que je pense que la portée... Enfin, je pense que la plupart des gens qui sont allés voir la comédie musicale sont des gens qui avaient vu le film et qui avaient aimé le film. Et je me dis que faire un nouveau médium pour une histoire, ça permet d'aller toucher aussi un autre public, à l'endroit de la comédie musicale, à l'endroit du rap, etc. Et du coup, je trouve ça dommage d'avoir adouci et déradicalisé l'histoire, alors que ça aurait pu justement rouvrir cette histoire à un public plus large. Donc ça m'a un peu déçue. Ensuite, j'ai vu Wicked. Je suis déçue. J'en ai entendu parler partout. La promo était partout. Et j'en ai entendu des critiques dithyrambiques, y compris de personnes qui ont aimé des cinémas, des films de cinéma que j'ai aimés et qui sont un peu plus pointus, beaucoup moins blockbuster. Donc moi je me suis dit, waouh, c'est un blockbuster qui va me parler, qui va me toucher, que je vais trouver super. Et ben non. Et ben non. Donc c'est une comédie musicale évidemment. Un film musical, je sais pas comment on dit, je sais jamais comment on dit. C'est un film musical que j'ai trouvé dans l'ensemble réussi, hein. Mais je sais pas, il m'a pas du tout parlé, il m'a pas du tout touché. Je suis en mode, ah ouais, ok, c'est un bon film. Enfin, je sais même pas en fait si c'est un bon film, parce qu'il y a des effets parfois, genre 3D, effets spéciaux et tout, qui étaient pas terribles. Et j'étais hyper déçue, parce que je m'attendais à... J'irai quand même voir le deuxième, parce que je trouve ça un peu scandaleux de faire un film aussi long pour qu'il n'y ait vraiment finalement pas grand chose de raconter, puisque le moment un peu charnière il arrive vraiment à la fin en mode allez on se revoit en 2026, bon 5, 6, peu importe.
j'ai été déçue. Je m'attendais à l'adorer et il m'est un peu passé comme ça devant, dessus, au travers, je sais pas, mais j'ai pas été hyper convaincue. Ensuite j'ai vu Les Femmes au balcon de Noémie Merlan, que j'ai trouvé super je crois. En fait j'ai adoré l'histoire de sororité et d'amour, de copines que ça me raconte. Il y a beaucoup de nuances et il y a beaucoup de contrepoids qui ont fait un film pas vraiment radical, que j'aurais préféré évidemment dans une forme de radicalité, mais qui tient quand même la route. Et en fait j'adore les femmes qui s'aiment et qui s'aident et qui se soutiennent, et la sororité. Et pour moi c'est vraiment un portrait de sororité dans un cas extrême. Et ça m'a beaucoup plu. Il y a une forme de truc inconditionnel dans la relation de ces trois copines que j'ai adoré. Sur la question un peu exercice de style, genre gore, horreur et tout, j'ai trouvé ça franchement marrant. Genre ça m'a fait vraiment sourire en salle. J'ai un peu trop marrant, genre la façon dont elle a mis en scène les scènes un peu gore et tout. Franchement ça m'a vraiment, j'ai passé un bon moment de cinéma. Après je sais que la critique est hyper mitigée. Je crois qu'il y a des gens qui l'ont vraiment démonté de ouf ce film. Je crois pas que j'ai de raison de le démonter. J'ai pas encore écouté vraiment et lu les critiques qui sont vraiment hardcore, mais je sais pas, moi j'y ai vraiment vu une histoire de sororité quoi, que j'ai adoré. Et puis les actrices sont très chouettes, Noémie Merlan je l'adore, Souleya Yacoub de plus en plus, donc non c'était cool. Je suis contente d'être allée, j'étais pas trop sûre d'aller le voir et tout, mais je me suis dit Noémie Merlan je l'adore, c'est son deuxième long métrage, premier je sais plus, qu'elle a coécrit, enfin aidé de Céline Sciamma et tout, donc je suis en mode allez on y va. Bah franchement je regrette pas. Ensuite j'ai lu Harry Potter et l'enfant maudit pour finir l'aventure littéraire Harry Potter. Alors ça m'a un peu frustrée et je comprends quand les gens disent ah mais à chaque fois que je relis ce livre je vais chercher sur internet voir s'il n'est pas question d'une adaptation en film ou quoi. En vrai je comprends, genre je pense que l'histoire qui est racontée elle est vraiment trop bien. Mais lire le format pièce de théâtre avec toutes les indications de mise en scène et tout, ni fait ni à faire. Nul, j'ai pas du tout aimé l'expérience. En fait, il y a trop d'indications de mise en scène, d'entrée, de sortie, de scéno. En fait, on ne suit pas ce qui se passe au plateau puisqu'on le lit, mais on nous donne toutes les indications de ce qui se passe au plateau. J'ai pas du tout aimé l'expérience de lecture de pièces de théâtre. C'est pas que des didascalies, genre des intentions de ton et tout, c'est vraiment des trucs de mise en scène. Je suis un peu, en fait non, parce que moi c'est l'objet que je lis, c'est pas l'objet que je vois. Donc j'aurais voulu, mais je pense que c'est tout l'objet de ce livre, hein, enfin, d'avoir publié les pièces de théâtre, c'était le jeu, tu vois, mais j'aurais voulu avoir l'histoire, mais sans être parasité par toutes les indications de mise en scène qui ne, franchement, m'apportent rien parce que je n'y comprends que dalle. Mais l'histoire qui est racontée, trop bien. Je pense que c'est vraiment, ça aurait pu être un banger, j'aurais pu adorer si j'avais pas eu cette expérience. Bah ouais, nulle. J'exagère, mais un peu nulle, ouais, de lecture. Je sais pas, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir lu et d'avoir ainsi conclu. Non, j'ai pas encore lu le petit recueil là des animaux fantastiques et le truc de Quidditch. Mais à part ça, je pense que je peux considérer que j'ai terminé, clôturé mon aventure littéraire Harry Potter. Et ça, c'est pas rien. Ensuite, j'ai vu Les Parapluies de Cherbourg en ciné-concert à la Philharmonie de Paris. C'était la première fois que j'allais à la Philharmonie de Paris et la première fois que je voyais les Parapluies de Cherbourg. La Philharmonie, incroyable endroit, trop bien. Alors l'accueil un peu, voilà, mais trop bien. L'orchestre, le concert, un slay de ouf. J'ai adoré l'expérience. Orchestre, concert, j'ai trouvé vraiment le concert trop bien. Alors par contre le film, ça fait partie des choses où j'ai du mal à assumer et j'ai un peu honte de moi à moi de ne pas l'avoir aimé parce que classique, machin et tout, mais c'est toujours la même chose. J'ai pas aimé le film. J'ai pas aimé le film et je suis contente de l'avoir vu parce que c'est quand même tout un pan, enfin la nouvelle vague du cinéma français, etc. C'est quelque chose que je connais pas et qui est constitutif dans l'histoire du cinéma et tout. Mais je crois que c'est pas pour moi. Hein. Je crois que c'est pas pour moi. En fait, l'histoire elle est plan-plan, elle me raconte rien. Après, je suis pas du tout sensible en même temps aux histoires d'amour et tout, mais bon, ça me raconte rien. Et le fait que ça chante en permanence, ça je ne savais pas. Je savais que c'était un film musical, mais j'ignorais que toutes les prises de parole, à chaque fois qu'une personne ouvre la bouche, c'est en chantant.
Ça, je crois que ça m'a pas plu. J'ai pas trop accroché, en fait. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même tout l'objet du film et d'un ciné-concert. Mais je suis trop contente d'en avoir fait l'expérience quand même. Ensuite, je suis allée faire l'exposition L'intime de la chambre aux réseaux sociaux au MAD. Vraiment, le musée des Arts Déco de Paris, c'est rare quand ils me déçoivent. L'expo, c'est un bop. Je la trouve, déjà il n'y a pas beaucoup de monde, et ça, c'est pépite. Je la trouve hyper réussie. Je trouve que dans l'évolution, la narration, le propos, à la fois historique et en même temps thématique, fonctionne hyper bien. J'ai trouvé que ce qui nous était montré faisait grand sens par rapport à ce qu'on essayait de nous dire. J'ai trouvé, déjà il y a Nan Goldin, qui est une photographe que j'ai découvert l'année dernière dans un film que je trouve incroyable, qui est exposé. Alors rien que ça suffit à me convaincre. Mais j'ai trouvé au-delà de Nan Goldin que les œuvres, les photographies ou les peintures exposées étaient hyper chouettes. Les objets, comment ils sont exposés, comment c'est pensé, trop bien, vraiment. C'est trop bien. Je trouve que moi j'ai un peu perdu le fil, mais peut-être parce que c'était la fin. Après la partie, il y a en fait sur la dernière, avant-dernière salle, il y a la salle sur les réseaux sociaux avec des témoignages d'influenceurs, influenceuses et tout. J'étais un peu, ça j'ai pas trop lu, j'avoue que ça m'a pas trop intéressé. Où il y a tout un mur avec les situations et il y a des petits murs avec d'autres petites créatrices de contenu sur internet et tout, sur leur rapport à l'intime en étant des personnes exposées sur les réseaux sociaux. Ça m'a pas trop parlé. Après il y a la salle sur les caméras, la vidéosurveillance où j'ai complètement décroché, et la dernière salle où on nous invite à faire des témoignages et tout machin, pourquoi pas. Mais j'avoue que sur la fin j'ai un peu décroché, mais globalement je l'ai trouvé génialissime, et c'est vrai que le musée des Arts Déco ils sont très bons en exposition temporaire. Tout ce que j'ai à dire. Et après j'ai profité d'être dans les parages pour faire Mon ours en peluche, qui est une autre exposition temporaire qui est en ce moment, sur l'histoire de l'ours en peluche et comment est-ce qu'il est devenu le symbole de l'enfance, une référence dans le monde et tout. J'ai trouvé ça assez cool, c'était intéressant d'un point de vue historique, et d'un point de vue pédagogique elle est quand même hyper bien pensée, parce que c'est une expo qui a particulièrement un travail qui a été fait pour le jeune public. Et j'ai trouvé ça trop cool, il y a des installations avec plein de peluches et tout. Enfin, j'ai trouvé assez chouette, c'est mimi. Après, pour moi, c'est pas. Enfin, c'est plus petit, c'est plus. Voilà. Mais je trouve que dans son style d'expo, entre guillemets, et dans son échelle d'exposition, j'ai trouvé plutôt réussi. Ensuite, du coup, je suis en train de faire mon rewatch des films Harry Potter après les avoir lus. Et je trouve ça fou comment la lecture des livres apporte une dimension gigantissime au visionnage des films. Je suis complètement en train de changer mon ordre de préférence des films. Genre le 4 je le calculais pas du tout, mais en fait c'est l'un des meilleurs. Le 3 j'étais en mode ouais c'est le meilleur film, en fait pas trop, enfin je trouve ça trop bien, et c'est fou comment il y a plein de choses que j'avais pas compris dans les films avant de lire les livres qui maintenant font hyper sens. Enfin trop bien, j'adore l'expérience de les voir après les avoir lus, super. Mais du coup je trouve les films tellement légers que je pense que j'aurais envie plus, alors je le ferai pas, mais j'aurais plus envie de relire les livres pour me refaire les Harry Potter que de revoir les films. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite j'ai vu Azur et Asmar en ciné-concert à la scène musicale. C'était dans l'amphithéâtre, je crois elle s'appelle, de la scène musicale, qui est la petite salle. Magnifique, en fait c'est une salle vraiment de concert, donc elle est en bois etc, enfin en termes de conque et tout, enfin de mur, en termes d'acoustique, et du coup elle est trop belle, je l'ai adorée. Et Azur et Asmar, vraiment c'est un film doudou. Je pense que j'avais pas revu ce film depuis peut-être 5 ans, enfin ça faisait longtemps quand même que je l'avais pas vu. Je l'adore, et je pense que c'est un film que je voyais quand j'étais enfant, que j'ai vu quand il y a quand même pas mal d'années, et du coup j'avais pas du tout mesuré l'importance de la musique d'Azur et Asmar, à part la berceuse hyper connue, enfin la main caractère du film. J'avais jamais fait attention à la musique, et du coup là ça a pris une dimension gigantesque, la BO dans Azur et Asmar, et la musique est magnifique, et c'était trop bien. J'ai pleuré bien entendu. Ensuite, j'ai vu Play de Alexander Ekman pour le Ballet de l'Opéra de Paris. C'est une pièce, je crois, qui a été créée il y a longtemps, dont j'avais entendu parler. En fait, en la voyant, je me suis rendu compte que j'avais déjà vu des images de cette pièce. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée à l'Opéra de Paris, c'était à Garnier. J'avais oublié à quel point le plateau était gigantesque et à quel point cette salle était belle. Donc j'étais un peu genre contente d'être là. Et j'ai trouvé ça super parce que c'est un spectacle qui ne se refuse rien. Il y a une scénographie de malade. Il y a tout le ballet au plateau.
Il y a de la musique live avec quelques musiciens et musiciennes, mais pas du tout dans une configuration habituelle d'orchestre de ballet à l'Opéra de Paris. Il y a une installation au plateau où en fait les musiciens et musiciennes ils sont au fond sur un truc surélevé, en dessous il y a des portes où les danseurs et danseuses peuvent circuler. Il y a des blocs, il y a des énormes blocs qui montent et qui descendent et qui sont manipulés au plateau, etc. Il y a plein de costumes différents, il se passe plein de choses, c'est vraiment un foisonnement de mouvements permanents. Il y a des choix de mise en scène dans les costumes, dans l'écriture de plateau qui sont hyper chouettes. Et ce que je trouve cool, c'est que il se passe plein de choses en même temps, on voit pas tout, mais c'est pas grave. Et je trouve que ça dit beaucoup en l'occurrence, un chorégraphe, que de se dire, ok, je vous donne, moi je fais plein de trucs, c'est pas grave si vous voyez pas tout, genre si vous voyez pas le truc que moi j'ai pensé comme étant le highlight de ma pièce, bah c'est pas grave. Et je trouve que il y a une forme d'humilité, je sais pas, j'ai l'impression dans l'écriture. Ouais, les costumes sont zinzin, la scénographie, la mise en scène et tout, enfin vraiment tout est ouf. Il y a, spoiler alerte, là c'est ça en fait que j'avais déjà vu, une pluie de balles, de piscine à balles vertes à un moment donné au plateau. Et c'est une image qui fonctionne hyper bien. Et en fait, c'est un spectacle qui est fait d'images qui fonctionnent trop bien. C'est joyeux. J'ai senti une énergie, et j'étais loin, une énergie au plateau de... Les danseurs et les danseuses ont l'air ravis d'être là, vraiment contents, contentes, il y a une joie qui se dégage, il y a une générosité. Et c'est juste... En fait, c'est cool, c'est vraiment... Et je me suis rendu compte après, chorégraphiquement, il n'y a rien, moi, qui me waouh. À un moment donné, il y a des grands ensembles, il y a des duos classiques, et il y a du mouvement foisonnant en permanence. Mais chorégraphiquement, je suis pas sûre, wow, c'est la pièce de l'année, c'est la chorégraphie de l'année, c'est un truc de ouf, l'écriture, des corps, pas du tout, vraiment pas. Mais j'ai passé un trop bon moment parce que je me suis dit, bah en fait, c'est de l'art pour l'art. On se refuse rien, on s'amuse, on propose des choses, on montre des images. Et en fait, est-ce que c'est pas ça le spectacle? Parce que moi, je suis toujours sensible, je réfléchis toujours beaucoup à ce que me raconte un spectacle, à ce qu'on essaye de me dire, etc. À ce qui se dégage, ce qui se dégage pas, ce que je vois, En fait, on s'en fout. Et ça m'a fait du bien de me dire, bah en fait, on s'en fout. C'était juste un trop chouette moment, partagé avec des gens trop cool, face à des gens au plateau qui sont trop contents et contents d'être là. Et c'est de l'art pour l'art. Et en fait, ça m'a fait du bien. C'était super. C'était super, pas tant dans l'écriture. Alors, il y avait des longueurs. Encore une fois, le rythme, l'écriture chorégraphique et tout, c'est pas le spectacle de l'année. Mais j'en garde, ouais, des images chouettes et un moment vraiment de spectacle trop cool. Voilà. J'ai vu The Substance de Coralie Farja, que j'avais raté, que j'ai traversé tout Paris pour aller voir le spectacle et tout. Pas du tout, le film. Je suis pas du tout familière du genre body horror, gore, film d'horreur, etc. Je connais pas, c'est pas un référentiel que j'ai. Malgré ça, j'ai adoré les références visuelles et les scènes tirées de Shining, qui est pour le coup l'une des seules références que j'ai dans ce style de film. J'ai adoré la plastique du film, j'ai adoré les images, j'ai adoré la mise en scène des images, enfin comment est-ce que les choses nous sont montrées, y compris les images de body horror et de gore, etc. J'ai beaucoup aimé aussi ce que me raconte le film, ce qu'il me dit des femmes, des injonctions à la beauté, à la jeunesse, à la séduction, etc. Je peux pas juger le film dans l'exercice de style parce que c'est un style que je connais pas, mais je l'ai trouvé réussi et j'ai l'impression que c'est un film qui a fonctionné auprès de publics qui, comme moi, ne sont pas du tout familières du genre. En fait, ouais, j'ai l'impression que c'est un film qui a tiré sur la scène du grand public un truc un peu niche. Et ça, je trouve ça cool pour le cinéma en général. Et, et ouais, je crois que j'ai trouvé un peu long, mais je crois que j'ai vraiment, genre, passé un bon moment de cinéma, malgré que je sois pas familière du style, du genre de cinéma que c'est, et que bah, y a des choses quand même un peu pas très... Voilà, à voir à l'écran, il y a des gens dans la salle qui étaient un peu genre, je ne veux pas voir ça, je comprends. Et donc malgré ça, j'ai passé un bon moment. Et moi, ça me permet aussi de sortir de mes habitudes de spectatrice et d'aller voir des images et des choses sur l'écran que j'ai pas du tout l'habitude de voir. Genre, j'ai pas l'habitude de voir du sang, des trucs un peu gore, des trucs un peu... Voilà. J'ai pas du tout l'habitude de ça, et donc j'ai trouvé ça trop cool comme expérience de cinéma.
Et la scène à la fin sur le plateau télé et tout, je l'ai trouvée trop jouissive, genre hyper satisfaisante. Enfin, avec le sang partout et tout. J'ai trouvé ça vraiment, genre, ça se voit qu'on s'est amusé. Ça se voit que les gens qui ont pensé la scène, qui l'ont mise en scène et tout, il y a une forme d'amusement. Et vraiment, je me suis amusée de voir cette... Je sais pas, j'ai trop aimé. J'ai trouvé que c'était hyper satisfaisant comme moment. Alors que bon, c'est quand même un peu... Voilà. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça satisfaisant. J'ai lu probablement ma lecture numéro 1 de l'année. Gaza Writes Back. C'est un recueil de nouvelles d'auteurs et autrices palestiniennes, plus spécifiquement de Gaza, qui ont été édités et mis en recueil, quoi, par Refat Al-Acher, qui était un poète et auteur palestinien, qui a été tué, assassiné par l'État d'Israël en novembre 2023. En fait, le livre il est sorti en 2013 ou 2014 et il fait référence aux grosses offensives qui ont lieu en 2008-9. En fait, ce que je trouve hyper fort dans cette... En fait, c'est à la fois une lecture qui m'a fait du mal et beaucoup de bien. En fait, j'ai trouvé ça déjà terrifiant et à la fois essentiel de remettre dans un contexte historique la situation actuelle de la Palestine et de remettre de façon assez claire qu'en fait l'occupation et le massacre ne datent pas d'un an mais bien de 76 ans. Et donc ça c'est important et que en fait les récits qui sont écrits, ils auraient pu être écrits au cours de l'année dernière mais en fait ils ont été écrits en 2010 après une offensive énormissime qui a eu lieu en 2008-2009 qui est l'équivalent de ce qui est en train de se passer maintenant. Enfin, c'est important ça aussi de le resituer et c'est en ça que je trouve que c'est essentiel et que je suis contente de l'avoir lu maintenant pour aussi me resituer et me rappeler que, même si je le sais, que ça date pas d'hier. Ensuite, j'ai trouvé ça hyper réconfortant de lire et d'entendre la voix de jeunes gens de Gaza qui sont des écrivains, des écrivaines, des gens qui écrivent, qui créent, qui racontent des histoires et qui racontent surtout leur histoire. C'est vraiment Gaza écrit par Gaza pour le reste du monde et ça m'a donné quelque chose de, je dirais empouvoirant, mais qui suis-je pour être empouvoirée sur ce sujet, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment réconfortée à l'idée de lire leurs mots à ces auteurs, à ces autrices. Et en même temps, ce que je lis, c'est hyper violent et c'est hyper triste. Enfin, c'est une lecture qui m'a fait beaucoup pleurer, évidemment. Mais ça m'a quand même fait du bien de les lire. Parce que c'est pas... c'est des histoires. Alors, c'est de la fiction archi inspirée de leur vie et de leur situation réelle. Mais c'est vraiment des nouvelles. On nous raconte des histoires. C'est pas... je lis une actualité qui est en train de se passer. C'est pas du tout le même... la même chose que de lire une actualité, de voir une vidéo sur internet et que de lire des histoires racontées, écrites par des personnes dont c'est le métier d'écrire et qui sont des jeunes gens et une jeune génération qui se bat pour ses droits ou se battait, parce que j'avoue que j'ai pas eu la force d'aller voir sur internet combien d'entre elles et eux sont encore en vie. Et j'ai trouvé cette lecture exceptionnelle. Elle m'a vraiment touchée, mais à plein d'endroits, et dans du positif comme dans du négatif. Et en fait, ce que je trouve tragique, c'est que ce livre, je l'ai acheté au Canada cet été parce que je l'avais vu passer sur internet. Je le trouvais pas en France et je suis tombée sur une librairie à Montréal et je l'ai vu. Donc je l'ai tout de suite pris sans me poser de questions. Mais en fait, il a jamais été traduit en français et ce qui est pas plus mal parce qu'il a été vraiment écrit en anglais. Enfin, les histoires, elles n'ont pas été traduites de l'arabe à l'anglais. Elles ont vraiment été écrites en anglais. Et ouais, il n'existe pas trop en France et je trouve ça un peu tragique et j'ai envie qu'il circule et j'ai envie qu'il soit lu de façon massive parce que vraiment ces histoires le méritent, ces auteurs et autrices le méritent et c'est important, vraiment juste l'introduction et le contexte dans lequel l'éditeur du coup nous met, rien que ça, en fait tu lis ces 5 pages là et c'est hyper précieux pour comprendre aussi ce qui est en train de se passer en ce moment, quoi. Bref, Gaza Writes Back à lire absolument et vraiment une lecture précieuse. Et j'ai terminé le mois de décembre avec Minuscule, Folle, Sauvage, qui est la dernière BD, enfin le dernier roman graphique, je sais pas, de Pauline de Tarragon, also known as Pyjama. C'est trop beau. C'est trop beau, c'est dur, franchement c'est pas de la joie quoi, regardez comment c'est beau.
C'est trop beau, j'ai adoré. C'est un cadeau qui m'a été fait, donc ça a une valeur encore plus importante parce que ça m'a été offert. C'est très beau, c'est pas très joyeux, mais malgré que ça soit pas joyeux, il y a une forme de douceur, comme toujours, et c'est toujours l'équilibre entre tristesse et douceur qui me plaît. C'est très beau, c'est très bien mis en œuvre, j'adore les planches. C'est trop beau, et c'est encore une fois, et c'est ce qui me plaît beaucoup parce que c'est souvent le cas dans les BD, un témoignage, un parcours de vie. Un témoignage, c'est Pauline de Tarragon qui nous raconte son histoire, sa vie, enfin en tout cas un bout de sa vie. Et les témoignages, moi je trouve ça trop bien, et je trouve que en BD c'est toujours mieux mis en œuvre parce que la personne à la fois elle nous parle, elle nous écrit, et elle se dessine, elle dessine son histoire. Donc je trouve que ça parle 2 fois plus. Voilà. C'était super. Et ouais, j'ai vraiment fini le mois de décembre sur des lectures qui genre limite ont marqué toute mon année quoi. Donc c'était trop cool. Un mois de décembre encore bien chargé et une année globalement très très chargée. Donc voilà, c'est tout pour ce dernier bilan de l'année 2024 qui sera suivi d'un bilan de mes favoris 2024.